Ah, Madeleine? Oh, tu n'étais pas sur la liste. On improvisera. C'est la phrase que ma belle-fille a laissé tomber d'un ton léger, trop léger, en agitant le plan de table comme un éventail de gala. Une phrase prononcée devant 30 convives, en plein milieu de la salle décorée pour les 60 ans de mon fils. Une oubli. Un simple oubli. C'est ce qu'elle a dit, les lèvres étirées dans un sourire trop blanc, trop maîtrisé. Moi, je suis restée immobile, mon manteau encore sur les épaules, figée dans l'entrée comme une invitée de dernière minute. Comme si je n'étais pas la mère du célébré, comme si ma présence gênait, comme si j'étais en trop. Autour de nous, les conversations se sont estompées. Des regards ont glissé vers moi, puis vite détournés, comme on détourne les yeux devant une scène inconfortable. Le DJ a commencé une musique joyeuse, un contraste cruel avec la brûlure dans ma poitrine. Je n'avais même pas encore eu le temps de déposer mon cadeau. Tu comprends, Madeleine, on a dû faire vite. Sa voix douce sonnait comme une gifle couverte de velours. Mais ne t'en fais pas, on va trouver une petite place. Quelque part. Comme si je n'avais pas de place dans la vie de mon propre fils. Comme si ma présence n'était pas essentielle, mais optionnelle. Comme si j'étais une chaise en trop qu'il faut coincer contre un mur. Mon fils est arrivé à ce moment précis, l'air embarrassé. « Maman, excuse-nous, on pensait que tu ne viendrais peu, être pas. Parce que je n'ai pas répondu assez vite au message, parce que je vis seule, parce que je suis vieille ?» Les questions tournaient dans ma tête, mais restaient coincées dans ma gorge. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je me suis contentée d'un hochement de tête. Un geste tellement discret qu'il est passé pour de la docilité. On m'a placée finalement au bout de la salle, à une table où l'on avait ajouté une chaise dépareillée, une chaise trop basse, presque enfantine. Je m'y suis assise en silence, ajustant soigneusement ma jupe, mon sac posé contre mes pieds comme pour me protéger. Les discours ont commencé, le champagne a coulé, les rires ont explosé en cascade. Mon fils embrassait tout le monde, sauf moi. Ma belle-fille brillait, radieuse, reine autoproclamée de la soirée. Et moi, on m'avait oubliée, comme si j'étais une erreur dans un fichier Excel. Comme si mon nom, mon existence, pouvait disparaître parce que quelqu'un décidait de ne pas m'écrire. Mais au fond de moi, sous la blessure, une certitude montait déjà. Ce n'était pas un oubli. C'était un avertissement, un test, une petite répétition générale de quelque chose de plus grave. Parce que depuis des mois, je voyais bien comment elle me regardait. Avec cette douceur acide, cette politesse trop tranchante. J'entendais bien ces phrases anodines qui n'étaient pas si innocentes. Et je savais que lorsqu'une belle fille commence à vous effacer des listes, elle n'en reste jamais là. Mais ce soir-là, je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait. J'ai observé. J'ai noté mentalement chaque détail. La chaise trop basse. Le plan de table imprimé sans mon nom. Le sourire nerveux de mon fils. Les regards des invités, oscillant entre pitié et gêne. Et le soulagement, oui. Le soulagement dans le visage de ma belle-fille, en voyant que je ne protestais pas. Elle croyait m'avoir humiliée. Elle croyait avoir gagné un petit pouvoir supplémentaire. Mais c'est dans ce silence-là que quelque chose s'est réveillé. Pendant que je jouais machinalement avec le bord de la serviette, j'ai repensé à une discussion étrange entendue quelques semaines plus tôt. Une phrase murmurée entre ma belle-fille et une amie, à voix basse, pensant que mes oreilles âgées n'entendaient plus assez bien. Si tout se passe comme prévu, les choses seront plus simples cet été. Mais il faudra gérer l'administratif. Et ça va être sport. À l'époque, je n'avais pas compris. Je n'avais pas voulu comprendre. Mais ce soir-là, seule à cette table de misère, entourée de rires qui n'étaient plus les miens, quelque chose s'est imbriqué dans mon esprit. Un frisson m'a parcouru, et j'ai senti au fond de moi que son oubli n'était rien d'autre qu'une répétition générale. Son premier brouillon, sa première esquisse, parce qu'on ne commence jamais par effacer un nom du plan de table, sans déjà penser à l'effacer ailleurs. Sur les papiers, sur les comptes, sur les droits, sur les actes officiels, et cette idée, à elle seule, a fait naître en moi, non pas de la peur, mais une lucidité froide. Une lucidité qui dit « Si tu veux me faire disparaître, ma fille, il va falloir te battre. » Et cette fois, je ne serai pas silencieuse. Cette soirée-là, humiliée mais étrangement éveillée, je ne le savais pas encore, mais le piège qu'elle m'avait tendu allait finir par se refermer sur elle. Avant que les humiliations subtiles ne s'invitent autour de ma table familiale, avant que les sourires polis ne deviennent des armes, ma vie avait été simple. Pas facile, mais simple. Une vie solide, construite lentement,
pierre après pierre, avec l'homme que j'ai aimé pendant plus de 40 ans, Henri. Henri, je revois encore son regard bleu délavé, son rire franc, son odeur de sciure de bois et de tabac blond. Il n'était pas parfait, aucun homme ne l'est, mais il était droit. Droit comme un arbre qui ne se plie qu'aux tempêtes, vraiment digne de lui. Nous nous étions rencontrés au marché de Boulogne-sur-Mer. Il vendait des étagères en bois qu'il fabriquait dans le hangar, derrière la petite maison où il vivait avec sa mère. Et moi, j'étais venue acheter 2 melons et un bouquet de fleurs. Le destin a parfois la discrétion d'une brise d'été. Henri avait fait tomber une planche sur son pied, et j'avais été la seule à l'aider à la ramasser. Il avait ri, gêné, puis il m'avait offert une petite boîte en bois sculpté. Pour vous remercier, et parce que votre sourire mérite un endroit où se poser. J'avais rougi comme une jeune fille. Il l'avait vu, et il avait recommencé à venir me voir au marché. Chaque semaine, chaque saison. 6 mois plus tard, j'emmenais ma valise chez lui, dans cette maison minuscule, mais pleine de promesses. La naissance de mon fils. Quand notre fils Julien est né, j'ai pensé que plus rien ne pourrait jamais nous atteindre. Henri me portait dans ses bras, comme si j'avais accouché du soleil lui-même. J'étais jeune, j'étais forte, j'avais un mari aimant, un enfant qui sentait le lait et la lavande, et un avenir que je ne craignais pas encore. Pendant les premières années, la maison vibrait de vie. Henri bricolait dans le garage, Julien courait partout, et moi je préparais des soupes, des tartes, des souvenirs. Je n'étais pas riche, mais j'étais heureuse. Un bonheur humble, un bonheur qui prend racine. Puis la vie a fait ce qu'elle fait toujours. Elle nous a éprouvés. La maladie d'Henri. Quand Henri a commencé à tousser sans s'arrêter, j'ai cru d'abord au rhume. Puis les médecins ont parlé de bronchite, puis d'un début de fibrose, puis enfin et trop tard d'un cancer. Un mot qui vous arrache la voix, le souffle, les certitudes. Il s'est éteint un matin de février, dans notre chambre, en me tenant la main. Julien dormait dans la pièce d'à côté. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Ma peine était trop vaste pour sortir en son. Pendant des mois, j'ai vécu comme une ombre. Je cuisinais sans faim. Je rangeais sans désordre. Je parlais sans voix. J'avais perdu l'homme, mais j'avais encore le foyer. Je me raccrochais à cette maison comme on s'accroche à une bouée percée. Elle prenait l'eau, mais elle me gardait en vie. Et puis la rencontre avec ma belle-fille. Au début, je l'ai trouvée charmante. Belle, élégante, toujours bien habillée, toujours un mot gentil pour se présenter. Quand Julien me l'a présentée, j'ai senti son excitation, son désir d'être approuvée. Je n'ai pas voulu déplaire. J'ai accueilli cette jeune femme avec bienveillance. Je lui ai même offert la petite boîte en bois qu'Henri m'avait donnée le jour de notre rencontre. Elle l'avait acceptée en souriant. Un sourire qui, déjà, contenait quelque chose de trop maîtrisé, trop calculé, mais je n'ai rien voulu voir. Je voulais que mon fils soit heureux, qu'il ait une famille, qu'il ne passe pas sa vie à me regarder vieillir. C'est ainsi que les femmes comme moi trahissent parfois leur propre vigilance, par amour. Les premières années ont été belles. Repas dominicaux, vacances à Berck. Julien m'appelait pour demander mes recettes. Ma belle-fille venait avec un bouquet de tulipes. J'y croyais. J'y croyais comme une mère qui s'accroche à la douceur. Puis les choses ont changé. D'abord lentement. Trop lentement pour que l'on comprenne qu'il s'agit d'un glissement, pas d'un simple accident. Les premiers signes de rejet. Un jour, ma belle-fille a proposé de réorganiser mes papiers. Pour t'aider, avait-elle dit. Elle a pris mes factures, mes classeurs, mes dossiers médicaux, mes relevés bancaires, et les a emportés chez elle pour les trier. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas vu. J'avais dit oui par confiance naïve. Puis elle s'est mise à préparer pour moi des documents déjà signés, à prendre des décisions en mon nom, à parler de moi à Julien comme si j'étais une enfant distraite. Madeleine est fatiguée. Madeleine oublie beaucoup. Madeleine n'arrive plus à gérer l'administratif. Et moi, pour ne pas perdre l'harmonie familiale, je me taisais. Je ne voulais pas déranger. Je n'ai pas compris alors que les femmes silencieuses sont les premières qu'on dépossède. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque mon nom n'est pas apparu sur le plan de table, que j'ai commencé à comprendre vraiment ce qui se tramait. Elle ne voulait pas seulement m'humilier, elle voulait m'effacer. Pas seulement de la soirée, pas seulement du cercle familial, mais des papiers importants, des droits, des décisions, de la gestion de la maison, être même de mon propre héritage. Son oubli n'était pas un oubli. C'était la première ombre d'un plan bien plus large. Ce soir-là, assise sur une chaise trop basse, sous les rires des autres, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Henri m'avait laissé une force. Je l'avais oubliée. Elle revenait.
Et ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que son premier coup d'effacement allait réveiller chez moi une femme que même le chagrin n'avait jamais réussi à faire disparaître. Les humiliations, au début, ne ressemblent jamais à des humiliations. Elles se déguisent en attention, en conseils, en petites phrases anodines que l'on pourrait presque interpréter comme de la sollicitude. Presque. Avec ma belle-fille, tout avait commencé par ces gestes minuscules, mais tellement précis qu'on ne pouvait pas croire au hasard. Un dimanche, elle avait déplacé ma chaise au bout de la table. « Comme ça, tu seras mieux placé près de la fenêtre », avait-elle dit. Mais la fenêtre donnait sur le mur du voisin. Et surtout, ce n'était plus la place que j'avais occupée pendant 10 ans, près de Julien. Une autre fois, elle avait pris l'habitude de répondre à ma place quand quelqu'un me posait une question. « Madeleine, tu veux du café ?»« Oh non, elle ne boit plus de café, ça la fatigue. » Je la regardais, surprise. Depuis quand étais-je devenu un dossier médical ambulant? Depuis quand quelqu'un décidait pour moi ce que mon corps supportait ou non? Elle avait même un petit rire, léger, presque attendrissant, lorsqu'elle rectifiait mes propos. Non, elle confond. Ça doit être son traitement. Elle oublie souvent, ne t'inquiète pas. À son âge? C'est normal. À son âge. 2 mots qui piquent comme des aiguilles froides. J'avais 77 ans. Je n'étais pas une enfant désorientée. Julien, lui, ne disait rien. Il ne voyait rien. Ou plutôt, il voyait ce qu'elle voulait qu'il voie. La dépossession subtile. Elle a commencé à s'asseoir à ma place habituelle. Lors des repas familiaux, elle posait sa serviette, son téléphone, sa montre, comme pour marquer son territoire. Moi, je me retrouvais reléguée à une place différente chaque semaine, tantôt contre le mur, tantôt à côté de la cuisine, tantôt presque invisible. J'ai aussi remarqué qu'elle répondait de plus en plus à mes messages, depuis le téléphone de Julien. On est occupé. On verra. Pas ce week-end. Pas nous mais on. Un nom qui m'excluait définitivement. Un jour, j'ai même reçu une réponse à un message que je n'avais jamais envoyé. D'accord pour les papiers, tu peux venir samedi. Sauf que je n'avais rien demandé. Et que samedi, je n'étais pas venue. Ce soir-là, ils ont prétendu que je leur avais fait perdre du temps. Julien m'a adressé un regard déçu. Elle, un regard satisfait. J'ai avalé ma salive. Je me suis excusée. Pour quelque chose que je n'avais pas fait. C'est ainsi qu'on écrase les femmes âgées. Doucement, mais sûrement, en les poussant à douter de leur propre mémoire. Le commentaire qui fait mal. Un après-midi, alors que nous buvions un thé, elle a regardé mes mains ridées, mais solides, et a dit « Tu devrais être évité de manipuler trop de documents. C'est compliqué, tu sais. L'administratif, tu pourrais te tromper. Et à ton âge, une erreur, ça se paye cher. » Elle avait dit cela avec une gentillesse insidieuse, une fausse douceur qui cache un scalpel. Je me suis contentée d'un sourire, un sourire trop poli pour être sincère. Elle l'a vu, et elle en a tiré une conclusion, que je ne réagirai jamais. Même mon fils a commencé à changer. Petit à petit, Julien est devenu distant. Il parlait moins. Il venait moins. Lorsqu'il venait, il restait rivé à son téléphone. Et quand sa femme me coupait la parole, il ne disait rien. Les rares fois où j'essayais de parler d'Henri, de notre maison, de souvenirs, elle s'interpellait. « Oh, tu l'as déjà raconté cette histoire, Madeleine. » Plusieurs fois. Et Julien souriait. Un sourire gêné. Un sourire qui voulait dire « Arrête, maman, tu prends trop de place. » L'excès de gentillesse. Mais ce qui m'a le plus troublée, ce n'est pas sa condescendance. C'est sa trop grande gentillesse. Un matin, elle est arrivée chez moi sans prévenir, un pack de courses dans les bras. « Je t'ai pris quelques produits. Tu m'as l'air fatiguée. » J'étais surprise. Dans le pack, il y avait des repas tout prêts, des yaourts pour seniors, des vitamines mémoire et même des protections urinaires. Je n'en avais jamais eu besoin. Je n'en ai toujours pas besoin. Mais je n'ai rien dit, parce qu'une femme élevée comme moi ne refuse jamais un cadeau. Même si ce cadeau est une humiliation déguisée. Tu devrais être laissé quelqu'un gérer tes comptes, a-t-elle ajouté en rangeant les produits dans mes placards. Je l'ai regardée, et pour la première fois, j'ai senti une ombre se glisser derrière son sourire. Elle n'était pas là par bienveillance. Elle était là pour préparer quelque chose qui demandait que je sois perçue comme fragile, dépassée, incapable. Et je l'ai compris plus tard. On ne commence à parler d'une personne comme d'un fardeau, que lorsqu'on veut en avoir le contrôle. Le dernier signe avant l'explosion. Quelques semaines avant la fameuse soirée où mon nom avait disparu du plan de table,
Elle a laissé traîner sur son téléphone une note ouverte, une page de calcul, mon nom, la maison, les charges, des montants, des pourcentages, et une ligne, surlignée en jaune. Procédure à anticiper, décision avant été. Elle avait posé son téléphone sur la table, écran bien visible, comme une improvisation trop parfaite. Elle parlait à haute voix de toute autre chose, mais elle savait que mes yeux finiraient par glisser vers l'écran. Et c'est ce qui s'est passé. Cette note n'était pas destinée à être vue. Elle était destinée à me préparer, à m'affaiblir, à faire entrer la peur dans mes os, mais elle a produit un effet inverse. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je n'ai plus eu peur. J'ai eu de la lucidité. Cette femme n'essayait pas seulement de me mettre de côté, elle voulait me déposséder. Et la petite humiliation du plan de table n'était que le premier bouton d'une longue série qu'elle pensait pouvoir déboutonner sans résistance. Elle se trompait. Très bientôt, elle découvrirait que même les femmes silencieuses peuvent se lever. Et quand elles se lèvent, elles ne retombent plus. La goutte d'eau n'est jamais spectaculaire. Elle tombe sans bruit, mais elle tombe au moment exact où le vase, depuis longtemps trop plein, ne peut plus retenir quoi que ce soit. Pour moi, cette goutte a surgi un matin de mars, un matin froid, givré, où la lumière blanche traversait les rideaux comme une lame. Tout a commencé par une lettre. Une simple enveloppe blanche, glissée sous ma porte sans timbre, sans signature, sans marque d'expéditeur. Juste mon nom, écrit d'une écriture que je reconnus immédiatement. Celle de ma belle-fille. Mon cœur s'est serré. L'air autour de moi s'est alourdi. Je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir pour sentir que cette enveloppe-là n'apportait rien de bon. Je me suis assise dans le salon, la lettre sur mes genoux. Mes mains tremblaient. Je ne sais pas si c'était la peur, la colère ou simplement le pressentiment d'un basculement. Puis j'ai déchiré délicatement le bord de l'enveloppe. À l'intérieur, un document imprimé, impeccablement mis en page, avec des mots administratifs, froids, tranchants. Au sommet, une phrase en gras. Demande de procuration totale. Gestion des biens et comptes bancaires. Procuration totale. Totale. Mon souffle s'est arrêté. Et en bas du document, dans la rubrique signature du mandant, il y avait mon nom. Mon nom écrit à la main. Imité. Déformé. Une imitation maladroite, mais suffisamment ressemblante pour tromper quelqu'un qui ne me connaissait pas bien. Je suis restée immobile. Le temps s'est déchiré autour de moi. Je regardais cette signature comme on regarde une trahison qui prend forme sous nos yeux. La moindre hésitation du trait, la moindre courbe copiée. Chaque détail prouvait qu'elle avait osé. Ma belle-fille avait falsifié ma signature. Ce n'était plus une humiliation sociale. Ce n'était plus un effacement symbolique. C'était une tentative réelle de me déposséder. Et le pire, au dos du document, j'ai trouvé un post-it rose, avec une petite note. Julien pense que ce serait plus simple pour tout le monde. Merci de signer l'original samedi. J'ai relu la phrase 3 fois. Julien, mon fils, mon enfant que j'avais porté dans mon ventre pendant 9 mois, nourri, soigné, protégé, lui aussi pensait que je devais signer? Où était celle qui utilisait son nom pour me faire céder? Mes mains se sont glacées. Plus simple pour tout le monde. Ces mots résonnaient comme une condamnation. Plus simple de me retirer mes droits. Plus simple de gérer mes biens à ma place. Plus simple de me mettre sous dépendance. Plus simple de me faire disparaître administrativement. Le moment où tout bascule, j'ai voulu appeler Julien. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Il a décroché au bout de 3 sonneries. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je suis au travail. » Je respirais trop vite. « Julien, j'ai reçu un document. Une procuration. Pour mes comptes. Tu savais? » Un silence. Puis un souffle bref. « Oui, Enfin, on en a parlé avec Claire. Elle dit que tu es dépassée avec tes papiers. Maman, c'est juste pour t'aider. Rien de grave. » Je me suis sentie vaciller, comme si on avait tiré le tapis sous mes pieds. Et la signature? Quelle signature? Je lui ai décrit le document. L'imitation grossière. La note. Julien s'est tu. Longtemps, trop longtemps. Puis il a dit la phrase qui a planté un poignard entier dans ma poitrine. Maman, tu as peu. Être oublié que tu l'avais signé. Ça arrive. Oublié. Ce mot, encore et encore. Comme si ma mémoire était une excuse pour m'effacer. J'ai raccroché. Je ne voulais pas l'entendre me diminuer davantage. Pas lui, pas mon fils. Je me suis levée. J'ai marché vers la fenêtre. Le monde dehors semblait normal. Mais en moi, quelque chose venait de se fissurer.
de manière irréversible. La découverte finale, l'acte officiel. Quelques jours plus tard, alors que je tentais encore de digérer ce choc, j'ai reçu un courrier recommandé. Cette fois, un vrai. Un document administratif. Un pré-projet d'acte notarié. Le nom du notaire, la date, les références légales, et là, dans la section Parties concernées, Claire Morel, représentante attitrée de Madame Madeleine Morel, en vertu de procuration établie la date, la fausse date, celle du faux document, et en pièce jointe, une copie de ma procuration signée, la fausse, officielle, envoyée, transmise. Elle était allée jusqu'au bout, elle avait osé. Elle m'avait réellement dépossédé d'un droit fondamental, celui de disposer moi-même de mes biens. Et là, dans ma cuisine froide, avec le courrier tremblant entre mes doigts, j'ai senti la brûlure monter. Pas des larmes, pas de la peur, de la colère. Une colère glaciale, pure, lucide. La colère des femmes qu'on croit effacées. La colère des mères qu'on croit dociles. La colère de celles qui se relèvent après qu'on a essayé de les enterrer vivantes sous des dossiers et des signatures. Ce matin-là, devant cette tentative de m'effacer des actes officiels, j'ai pris ma décision. Pas un cri, pas un scandale. Non, quelque chose de bien plus redoutable. J'ai pris ma veste, j'ai saisi le faux document, et je suis allé frapper à une porte que ma belle-fille n'aurait jamais imaginé me voir franchir. Celle d'un notaire. La nuit qui suivit ma visite chez le notaire fut l'une des plus longues de ma vie. Je m'étais couché tôt, mais le sommeil ne venait pas. Je restais allongé dans le noir, les yeux ouverts, à écouter le tic-tac de l'horloge du salon. Ce vieux tic-tac qui, pour la première fois, ne me rassurait plus. Il me rappelait seulement le temps perdu, ou plutôt, le temps que j'avais laissé filer sans rien dire. Je pensais à Henri, à sa façon de poser sa main sur la mienne lorsqu'un problème surgissait. Il avait cette force tranquille, cette douceur solide. J'essayais d'imaginer ce qu'il aurait dit face à toute cette machination. Et je l'entendais presque murmurer. « Madeleine, l'erreur n'a jamais été d'être gentille. L'erreur, c'est de croire que tout le monde l'est aussi. » Ces mots imaginaires frappaient juste. Ils me traversaient. J'ai inspiré profondément. L'air me brûlait la poitrine. Il fallait que je regarde la vérité en face. J'avais été naïve, trop confiante, trop silencieuse, trop disposée à me sacrifier pour que les autres aient la paix. Mais la paix n'existe pas quand elle est imposée par la peur de déplaire. Les nuits d'insomnie, je me suis levée plusieurs fois dans la nuit. J'ai parcouru la maison en robe de chambre, comme une âme qui erre dans un lieu devenu trop grand pour elle. Mes doigts glissaient sur les meubles, la commode d'Henri, les cadres photos, le buffet où je rangeais encore la vieille porcelaine de ma mère. Chaque objet semblait me demander « Madeleine, comment en es-tu arrivée là ?» Je n'avais pas la réponse. Ou plutôt, je refusais encore de l'admettre. Oui, ma belle-fille voulait me déposséder. Oui, elle avait falsifié une signature. Oui, elle avait menti à Julien. Oui, elle avait déjà commencé à grignoter ma place dans la famille, comme on grignote un morceau de pain sec, par petites bouchées discrètes mais répétées. La vérité était là, nue, dure, sans possibilité de l'adoucir. Et cette vérité avait un goût amer. La lutte intérieure. À 4 heures du matin, je me suis assise dans la cuisine, une tasse de tisane froide entre les mains. Je tremblais. Pas de froid, de lucidité. Une phrase tournait en boucle dans mon esprit. « Qu'est-ce que tu vas faire, Madeleine? Courber l'échine ou te lever ?» Une part de moi voulait tout laisser tomber. Fermer les yeux. Rester la vieille mère docile. Me dire que ce n'était pas si grave. Que ça passerait. Que Julien finirait par comprendre. Mais une autre part, la part que j'avais longtemps étouffée, murmurait « Tu as survécu à la maladie d'Henri. Tu as travaillé toute ta vie. Tu t'es battu pour ton fils. Comment peux-tu accepter aujourd'hui d'être effacé par une femme qui te regarde comme si tu n'étais qu'un obstacle ?» Une colère douce montait en moi, pas une colère bruyante. Une colère silencieuse, profonde, ancienne, celle des femmes qui en ont trop encaissé. Celle qu'on confond avec de la résignation, alors que ce n'est que de la patience. Les premiers pas vers la vérité. À 5 heures, j'ai allumé la lampe du salon et j'ai sorti un carnet. Un carnet que je n'avais plus utilisé depuis des années. Un vieux cahier à couverture bleu foncé, où j'avais l'habitude d'écrire durant la maladie d'Henri. Je l'ai ouvert à une page blanche. Et j'ai noté. Faux document reçu. Signature imitée. Note manuscrite. Acte notarié envoyé sans mon accord. Date de la fausse procuration. Julien mis dans la confidence?
ou manipuler. Plan de table, effacement volontaire. Observation du comportement de Claire. 6 derniers mois. Je rédigeais comme une enquêtrice, comme si je me raccrochais à la logique pour ne pas laisser la douleur m'engloutir. En écrivant, je sentais quelque chose d'étrange se produire. Une forme de pouvoir. Un pouvoir que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. J'existais. Je reprenais la main. Je reprenais ma voix. Puis j'ai noté une phrase encerclée plusieurs fois. Ne rien dire pour le moment. J'ai compris ce que cela signifiait. Il ne fallait surtout pas agir sous le coup de l'émotion. Pas de confrontation immédiate. Pas de cris. Pas de scandale. Ce n'était plus une réaction de femme blessée. C'était une stratégie. Chercher conseil, mais discrètement. Le lendemain matin, après un café amer avalé d'un trait, j'ai composé un numéro que j'avais soigneusement noté dans mon carnet la veille au soir. Celui d'une avocate recommandée par le notaire. Sa voix, lorsqu'elle a décroché, était posée, professionnelle. « Bonjour, maître Leclerc. Je suis Madeleine Morel. On m'a conseillé de vous appeler. » « Bien sûr, madame Morel. Je vous écoute. » Et là, pendant quelques minutes, je lui ai tout raconté. Pas les humiliations, pas les petites phrases, pas encore. Juste les faits, le document, la signature falsifiée, l'acte envoyé au notaire, la note manuscrite. Elle a gardé un long silence après mon récit. Puis elle a dit calmement, « Madame Morel, ce que vous décrivez est très grave, mais il n'y a pas encore de délit consommé. Vous avez de la marge. Nous allons reprendre chaque élément, mais avant cela, ne dites rien à votre famille. Attendez, observez, et surtout, rassemblez des preuves. Des preuves. Ce mot a résonné en moi comme un appel. Moi qui avais passé ma vie à prouver mon amour, ma loyauté, ma patience, il était temps de prouver quelque chose d'autre. Que je n'étais pas faible, que je n'étais pas perdue, que je n'étais pas seule. La décision finale, ce soir-là, en refermant mon carnet, j'ai senti un calme nouveau m'envahir. Un calme lourd, solide, presque solennel. Je n'étais pas prête à me battre. Pas encore. Mais j'étais prête à ne plus me laisser faire. Et pour une femme de mon âge, que tout le monde croit docile, c'est déjà une révolution. Je me suis regardée dans le miroir du salon avant d'aller me coucher. Mes rides, mes cheveux blancs, mes yeux fatigués, mais pas éteints. Et je me suis dit, « Madeleine, reprends-toi. Tu n'as pas survécu à tout ça pour finir effacé sur un bout de papier. » Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur. Je me préparais. Les jours qui ont suivi furent étrangement calmes. Un calme trompeur, comme celui qui précède une tempête que personne ne voit encore venir. Pour la première fois depuis longtemps, je ne subissais plus. Je préparais. Tout commença avec une simple chemise cartonnée que j'achetais au bureau de tabac. Un dossier de couleur gris-perle. C'était mon arme, mon refuge, ma vérité. Je l'ai surnommé silencieusement le dossier de la lumière. À l'intérieur, j'ai commencé à classer chaque élément susceptible de prouver ce qui se passait. Le faux document, la copie envoyée par le notaire, le post-it rose, les captures d'écran des messages, mes notes dans le carnet bleu, et même une photo de la chaise trop basse lors de cette fameuse soirée du plan de table. Tout ce qui pouvait sembler anodin devenait, sous ma main, une preuve, une trace, un signe. Je n'étais plus cette femme qui encaissait en silence. J'étais une femme qui observait, qui enregistrait, qui se construisait un mur de vérité, le rendez-vous avec le notaire. Une semaine après la découverte du faux document, je suis retournée voir Maître Duroy, mon notaire depuis 20 ans, un homme calme, méthodique, avec des lunettes rondes, qui lui donnait l'air d'un professeur de musique. Il me connaissait depuis l'époque d'Henri. Quand je suis entrée dans son bureau, il s'est levé immédiatement. « Madeleine, installez-vous. J'ai bien reçu le projet d'acte et je me doutais que quelque chose n'allait pas. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Le respect. Voilà ce qu'on oublie trop souvent d'accorder aux personnes âgées. J'ai sorti la chemise grise et je l'ai posée doucement sur son bureau. Il a tout regardé, lentement, page après page. À un moment, il a soufflé profondément. Puis il a redressé ses lunettes. Cette signature n'est pas la vôtre. Et surtout, ce genre de procuration ne peut absolument pas être envoyé sans votre présence physique. Ce n'est pas seulement immoral, Madeleine. C'est illégal. Mes mains se sont crispées sur mon sac. Alors que dois-je faire? Il a réfléchi un moment, puis a dit, avec une douceur ferme, vous protéger et agir sans précipitation. Les personnes qui vous veulent du mal comptent sur votre silence ou votre confusion.
Mais vous êtes parfaitement lucide. C'est votre meilleure arme. Dagzé. Dagzé. Il m'a conseillé de ne signer aucun document pendant 3 mois. D'informer ma banque. De créer un nouveau compte secondaire, uniquement à mon nom. Et de commencer à réorganiser mes affaires en toute discrétion. Et surtout, ne dites rien à votre fils pour le moment. Il pourrait, sans le vouloir, dévoiler vos intentions. Je suis ressortie du rendez-vous avec l'impression étrange d'avoir récupéré une partie de moi-même, comme si mes pas soudains avaient retrouvé leur poids. La banque. Un moment décisif. 2 jours plus tard, j'ai pris mon manteau, mon carnet, ma chemise grise, et je suis allée à ma banque. La conseillère, une femme plus jeune que ma belle-fille, mais infiniment plus respectueuse, m'a accueillie avec bienveillance. « Comment puis-je vous aider, Madame Morel ?» Je lui ai expliqué calmement la situation. Elle m'a écouté sans m'interrompre, les sourcils froncés d'indignation. Je vais immédiatement ajouter une alerte. Aucune procuration, aucune opération ne pourra être enregistrée sans votre présence physique et votre pièce d'identité. Et je vais vous ouvrir un second compte totalement sécurisé que vous seul pourrez consulter. Dossier d'Ander. Elle a tapé sur son clavier, imprimé des documents et me les a tendus. Ce compte, c'est votre filet de sécurité. Et personne ne doit savoir qu'il existe. Personne? Je l'ai remercié du fond du cœur. C'était la première fois depuis la mort d'Henri que je me sentais protégée. Le testament, l'arme silencieuse. La partie la plus difficile fut la révision du testament. Pas par manque de courage. Mais parce qu'écrire un testament, c'est accepter que la fin n'est plus si loin. Maître Duroyer m'a reçu un matin de pluie. La lumière grise traversait son bureau, comme si la journée elle-même était prête à écouter ma vérité. « Madeleine, êtes-vous certaine? » « Oui. Je veux que tout soit clair. Je veux que personne ne manipule quoi que ce soit le jour où je ne serai plus là. Nous avons établi un testament solide, clair, incontestable, protégé par un avocat, un notaire et des témoins. J'y ai ajouté une clause personnelle. Toute personne ayant tenté de manipuler mes biens ou d'agir en mon nom sans mon consentement sera automatiquement exclue de tout avantage. Le regard du notaire s'est posé sur moi. C'est très fort, ce que vous faites. Beaucoup de gens n'osent pas. Je lui ai souri tristement. Quand on essaie de vous effacer, vous apprenez vite à écrire votre nom en lettres plus grandes. Le masque de docilité. Pendant tout ce temps, je jouais mon rôle. Quand je voyais ma belle-fille, je souriais. Je posais ma main sur la sienne, comme si je la remerciais de son aide. Je hoquetais d'une petite voix fragile lorsqu'elle insinuait que j'avais besoin qu'on me guide. Je la laissais croire que sa stratégie fonctionnait. Je la laissais m'observer comme une proie facile. Et plus les jours passaient, plus elle baissait sa garde. Plus elle devenait négligente. Plus elle parlait trop vite devant moi. Plus elle oubliait que les vieilles femmes écoutent très bien quand elles se taisent. La dernière étape de ma préparation, une semaine avant l'explosion, j'ai ajouté un dernier document à la chemise grise. Un certificat médical attestant que je n'avais aucun trouble cognitif. C'était la pièce maîtresse, celle qui ferait s'effondrer tout son château de cartes. J'ai refermé la chemise doucement. Elle était lourde maintenant, lourde de preuves, de vérité, de dignité retrouvée. Ce soir-là, assise seule dans mon salon éclairé par une simple lampe, j'ai murmuré « Claire, tu as choisi la mauvaise femme à effacer. J'ai encore de la lumière en moi, et tu vas la voir. » La confrontation n'a pas eu lieu comme dans les films. Pas de cris, pas de portes claquées, pas de verres jetés contre les murs. Non, la vraie justice, celle qui naît du calme et de la préparation, se joue dans une pièce tranquille, autour d'une table trop grande, avec des chaises trop droites. Une scène presque banale, si l'on ne savait pas ce qui s'y jouait. C'était un mercredi après-midi, un jour parfaitement choisi, ni férié, ni particulier. Un jour où personne ne s'attend à rien. J'avais donné rendez-vous à Julien et à sa femme chez le notaire, sous prétexte de clarifier quelques points administratifs. Une phrase suffisamment neutre pour ne pas éveiller leurs soupçons. Quand je suis arrivée, Maître Duroy m'attendait. Calme, serein, prêt. Quelques minutes plus tard, Julien et Claire ont franchi la porte. Elle marchait en tête, le menton relevé, le sac de Marc serré contre son bras. Julien la suivait. Un peu perdu, comme toujours. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu aurais pu nous expliquer. » Je lui ai adressé un sourire doux, un sourire qui ne révélait rien. « Juste quelques mises à jour, mon chéri. Tu vas comprendre. » Claire a pris place en face de moi, croisant les jambes, confiante. Elle pensait être en terrain conquis. Après tout, depuis des mois,
Elle orchestrait tout. Ma réputation, mes papiers, mes relations avec mon fils. Elle ne savait pas que cette fois, c'était elle, l'invitée dans un piège. Le notaire ouvre la séance. Maître Duroy a ajusté ses lunettes et a posé la chemise grise au centre de la table. Elle semblait anodine, mais je savais qu'elle détenait tout. La vérité, les preuves, la lumière. Madame Morel m'a demandé de vous réunir aujourd'hui afin de clarifier la situation concernant une procuration qui aurait été établie en son nom. Claire n'a pas bronché. Elle a juste souri, poliment, trop poliment. Oui, j'ai expliqué à Madeleine que c'était pour l'aider. Elle oublie beaucoup. On essaie juste de gérer les formalités. Son ton sucré m'a glacé. Je me suis tue. Comme prévu, Maître Duroy a ouvert la chemise. Il a sorti le faux document. Il l'a posé sur la table, face visible. Voici la procuration en question. Je vous rappelle que ce type d'acte exige impérativement la présence physique et la signature authentifiée de Madame Morel. Or, cette signature, il a marqué une pause, un silence dense, lourd, presque palpable. Puis il a dit « N'est pas la sienne ». Julien a froncé les sourcils. Claire a légèrement pâli, mais elle s'est ressaisie. Elle l'a signé devant moi. « Madeleine, tu ne te souviens pas ?» Elle me regardait avec une intensité presque agressive, espérant me faire vaciller. J'ai simplement répondu « Non, Claire, je ne me souviens pas de t'avoir donné ce pouvoir. Et pour une bonne raison, ça n'est jamais arrivé. » Sa lèvre a tremblé. Une seconde, une seule. Puis elle s'est tournée vers Julien. « Tu vois ? Elle confond encore, c'est ce que je t'avais dit. » Mais cette fois, quelque chose dans la voix de Julien s'est fissuré. « Claire, pourquoi y a-t-il deux dates différentes sur les copies? Et pourquoi l'enveloppe n'a-t-elle pas été envoyée par la poste ?» Claire s'est raidie. Elle ne s'attendait pas à ce que Julien remarque quoi que ce soit. Elle avait sous-estimé son propre mari. La vérité éclate sans élever la voix. Maître Duroy a continué, imperturbable. De plus, Madame Morel a pris soin de faire établir un certificat médical récent attestant qu'elle ne souffre d'aucun trouble cognitif. Il a déposé le document sur la table. Elle n'est ni confuse ni désorientée. Elle est parfaitement en capacité de gérer ses affaires, ce qui signifie que tenter de la placer sous procuration totale, sans son consentement, est extrêmement grave. Le mot « grave » a flotté dans l'air. Claire a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Julien, lui, devenait livide. « Claire, explique-moi, s'il te plaît. Explique-moi ce que j'ai devant les yeux. » Elle bafouillait. Elle cherchait une phrase, un mensonge supplémentaire, une justification. Mais il n'y avait plus d'issue. Et moi, dans tout ça, je me suis tue. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis contentée d'être là, silencieuse, droite, présente. Ma présence seule était une accusation parfaite. Mon silence était plus fort que n'importe quel discours. Maître Duroy a ajouté « Une tentative de procuration falsifiée peut entraîner des poursuites pénales. » Néanmoins, il a regardé vers moi. Madame Morel souhaite simplement que les choses soient désormais claires et qu'aucune décision ne soit prise en son nom, sans son accord explicite. Un protocole va être signé pour que cela ne se reproduise jamais. Claire a compris. Ce n'était pas une menace, c'était un coup de grâce. Calme, mesuré, irréversible. Julien s'effondre. Il a baissé la tête. Ses épaules tremblaient. « Claire, comment as-tu pu faire ça? À ma mère? Comment ?» Elle s'est tournée vers lui, mais son masque était tombé. Son calme, brisé, sa certitude, éteinte. Elle n'avait plus aucun pouvoir. Plus rien. Tout venait de s'écrouler autour d'elle, non à cause d'un cri, mais à cause d'un dossier de vérité porté par une femme qu'elle croyait faible. Quand le piège s'est refermé, je n'ai rien dit. Je me suis levée. J'ai ramassé ma chemise grise. Et j'ai simplement dit « Je rentre. Prenez le temps qu'il vous faut. » Je suis sortie du bureau, la tête haute. Dans le couloir, je sentais mes jambes trembler, mais je ne me suis pas arrêtée. La justice venait d'être rendue. Pas la justice des tribunaux, pas la justice du bruit. La justice silencieuse, celle qui s'abat sans fracas, celle que seules les femmes patientes savent exercer. Lorsque je suis sortie du bureau du notaire, je sentais le froid s'infiltrer dans mes doigts malgré mes gants. Pourtant, ce n'était pas la morsure de l'hiver qui me faisait trembler. C'était le sentiment nouveau, presque irréel qu'un monde venait de se fissurer derrière moi, sans que j'aie eu besoin de lever la voix. Je marchais lentement sur le trottoir, comme quelqu'un qui s'habitue à un corps qu'on lui a rendu. Je respirais à fond.
Le ciel était d'un gris clair, mais pour la première fois depuis longtemps, je le trouvais lumineux. Le silence de la rue me paraissait doux, presque consolateur. Je savais que, de l'autre côté de cette porte, dans ce bureau que je venais de quitter, rien ne serait plus jamais pareil. Le soir même, le téléphone a sonné. Julien. Sa voix était cassée, presque méconnaissable. « Maman, est-ce que je peux passer ?» J'ai hésité une seconde. Puis j'ai répondu « Oui, viens ». Il est arrivé 30 minutes plus tard. Ses yeux rouges me suffisaient pour comprendre qu'il avait pleuré longtemps. Je n'avais pas vu mon fils comme ça depuis l'enterrement d'Henri. Il s'est assis dans le fauteuil face à moi. Il ouvrait la bouche sans parvenir à parler, comme s'il n'arrivait pas à assembler les mots. « Comment ai-je pu laisser faire ça? Comment ai-je pu ignorer tout ce que tu vivais ?» Je ne l'ai pas interrompu. Je laissais sortir ce qui devait sortir. Je croyais que Claire t'aidait, qu'elle prenait soin de toi. Je n'ai pas vu. Il s'est passé la main sur le visage. J'ai été aveugle. Je lui ai servi un thé. Il avait été mon enfant, mon tout petit, celui que je consolais après un cauchemar. Et le voir brisé par ses propres erreurs me serrait le cœur. Mais je ne l'ai pas pris dans mes bras. Pas encore. Il fallait qu'il regarde la vérité en face, sans se cacher derrière moi. « Maman, je crois que je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée. Je ne sais pas qui elle est devenue. Je l'ai observée longuement. Devant moi, il n'y avait plus l'homme adulte, sûr de lui, père de famille. Il y avait un fils perdu, honteux, secoué par une prise de conscience tardive. Je lui ai simplement dit « Julien, ouvrir les yeux fait parfois plus mal que rester dans le noir. Mais c'est la seule façon de changer. » Il s'est effondré en larmes. La maison du silence. Les jours suivants, un silence étrange s'est installé autour de moi. Un silence presque épais. Il avait la texture d'un rideau tiré entre deux mondes. Celui d'avant, où je subissais, et celui d'après, où je me relevais. Claire, elle, a disparu. Plus de messages, plus de visites, rien. Je savais qu'elle avait honte. Mais je savais aussi qu'elle n'avait pas dit son dernier mot. Ce genre de femme ne recule que lorsqu'elle n'a plus le choix, pas par remords, mais par stratégie. J'appris par Julien, quelques jours plus tard, qu'il vivait désormais presque dans 2 pièces séparées. Il ne lui parlait que pour les nécessités. Elle l'évitait. Leur enfant, mon petit-fils, ressentait la tension, demandait pourquoi papa et maman criaient doucement. La façade parfaite qu'elle entretenait depuis des années s'était effondrée. Le château de cartes n'avait pas survécu au premier souffle de vérité. Le dîner de famille annulé, le dimanche suivant, ma famille élargie devait se réunir pour un repas. Un événement que Claire organisait chaque année. J'ai reçu un message groupé, écrit par Julien cette fois. Le déjeuner est annulé. Nous avons besoin de temps. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu des messages privés de 2 cousins, puis d'une amie de la famille. Madeleine, on a entendu. Ça va? On t'embrasse très fort. Tu n'es pas seule. Je les ai lus avec un mélange de tristesse et de soulagement. Les secrets familiaux commencent à mourir quand les autres commencent à poser des questions. Et chez moi, les questions commençaient à se multiplier. La chute lente de Claire. Une semaine plus tard, j'ai appris que Claire avait convoqué une amie au café du centre-ville. Cette amie, qui m'aimait bien, m'a rapporté la scène. Elle avait parlé trop fort. Les phrases avaient fusé, tranchantes, panique et colère mélangées. Madeleine a tout manipulé. Elle joue les victimes. Ce notaire, je suis sûre qu'elle lui a monté la tête. Et Julien qui ne comprend rien, la vérité, c'est que le mensonge, lorsqu'il s'effondre, fait beaucoup de bruit. On cherche des coupables, on accuse, on invente. Mais ce qui détruit vraiment les manipulateurs, ce n'est pas la justice ou la punition. C'est le regard des autres, quand ils commencent enfin à voir ce qui était là depuis longtemps. Et Claire ne supportait pas ces regards-là. Une distance nouvelle avec Julien. Malgré tout, je gardais mes distances. Je ne voulais pas être aspirée dans leur crise conjugale. Je ne voulais pas devenir une arme émotionnelle dans leur guerre. Mais Julien venait souvent. Il rangeait mon garage. Il réparait un volet. Il m'apportait du pain encore tiède. Je savais qu'il cherchait à racheter quelque chose. Pas envers moi, j'avais déjà commencé à lui pardonner intérieurement, mais envers lui-même. Un soir, il m'a demandé « Maman, est-ce que tu m'en veux ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre. « Je t'en veux d'avoir cru que j'étais faible, mais je ne t'en veux pas d'avoir été trompée. Cela arrive aux gens qui aiment. » Il a hoché la tête, les yeux brillants. Moi, je restais en retrait, mais j'observais et j'attendais. Je n'étais plus dans la tempête. Je n'étais plus au centre de l'effondrement familial. J'étais ailleurs.
sur un rivage calme, et leur chaos, je le regardais de loin, sans y être englouti. Claire avait tenté de m'effacer des actes officiels. Elle avait voulu prendre ma place, mes droits, ma dignité. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que l'effacement finit parfois par se retourner contre celui qui le dessine. Et maintenant, ce n'était plus moi qui disparaissais doucement de la famille. C'était elle. Les semaines qui suivirent la confrontation furent étrangement douces, comme un long exhalement que je n'avais pas su m'autoriser depuis des années. Le silence, qui autrefois m'oppressait, prenait une nouvelle forme. Il devenait un espace, un refuge, un territoire que je n'avais pas à partager, ni à défendre. Je découvrais quelque chose qui semble évident, mais qu'on oublie quand on vieillit. On peut recommencer à n'importe quel âge. J'ai commencé par de petites choses, des choses qu'on croit insignifiantes lorsqu'on est jeune, mais qui deviennent fondamentales lorsque le cœur a été abîmé. J'ai déplacé un fauteuil dans le salon, j'ai changé les rideaux, j'ai rangé le vaisselier et donné la moitié des assiettes que je n'utilisais plus. Chaque geste me libérait 1 millimètre de plus. Chaque objet déplacé semblait me rendre un petit morceau d'air. Et surtout, j'ai remis la table à sa place d'origine. Pas la table du plan humiliant. La mienne, celle où Henri et moi avions bu des cafés, ri de rien, parlé de tout, élevé un enfant. Sans Claire, sans ses remarques, sans ses griffes invisibles, la maison retrouvait son souffle. Les promenades du matin, retrouver son corps, j'ai repris l'habitude de marcher, au début, quelques minutes seulement, le long de la rue principale, puis plus loin, jusqu'à la jetée, jusqu'au petit parc, jusqu'à la boulangerie qui sent le beurre dès 6 heures du matin. Le froid me piquait les joues, mais je m'en moquais. Je respirais enfin pour moi. Je marchais pour moi. Je n'étais plus une mère qui s'efface, une femme que l'on manipule discrètement. J'étais simplement Madeleine. Un matin, la boulangère m'a dit « Vous avez bonne mine, dites donc. On dirait que vous avez rajeuni. » J'ai souri. Ce n'était pas du rajeunissement, c'était une renaissance, la découverte d'un nouveau lieu, une maison près de la mer. Un jour, presque par hasard, j'ai vu une petite annonce dans la vitrine d'une agence immobilière. Un studio en location dans un village côtier, à 20 kilomètres d'ici. Une pièce et demie, vue sur les dunes. Modeste, mais baignée de lumière. Je suis entrée pour demander des renseignements. Je n'avais pas prévu cela, mais mon cœur avait devancé ma tête. Une semaine plus tard, j'étais dans ce studio, assise sur le sol, face à la fenêtre, à regarder le bleu pâle de l'horizon. Je n'ai pas déménagé définitivement, ma maison est toujours la mienne. Mais j'avais besoin d'un lieu neutre. Un lieu sans souvenir, sans drame, sans témoin. Un lieu où je pouvais être une inconnue pour tout le monde, même pour moi-même. Là-bas, personne ne m'appelait la maman de Julien. Personne ne me rappelait que j'étais une femme âgée. J'étais la dame qui lit près de la fenêtre. La dame qui promène un parapluie rouge, même par temps clair. La dame qui sourit aux enfants du quartier. Cela me suffisait. La relation avec Julien. Une réparation lente. Julien venait me voir régulièrement. Jamais accompagné. Toujours humble, toujours doux. Comme un fils qui réapprend à marcher dans la vérité. Il me parlait de son travail, de son fils, de ses hésitations. Il ne parlait presque jamais de clairs signes que la fissure était devenue fracture. Un jour, il m'a dit « Maman, est-ce que tu m'en veux si je prends mes distances avec elle ?» Je l'ai regardé longuement, cherchant les bons mots. « Julien, tu dois prendre soin de ta vie, pas de la mienne. Tu n'as pas à porter mes blessures. Mais tu ne dois pas laisser quelqu'un te faire croire que tu ne vois pas clair. C'est ce qu'elle t'a fait. C'est ce qu'elle a essayé de me faire aussi. » Il a baissé la tête, touché. « Je veux juste qu'on redevienne nous. » Ce nous me serra la gorge. Pas le nous familial, pas le nous d'une femme mariée et de son fils adulte. Le nous originel, une mère et son enfant. J'ai posé ma main sur la sienne. On y arrivera. Pas vite, pas parfaitement. Mais on y arrivera. Les voisins, les rencontres, la vie qui revient. Dans mon petit studio près de la mer, j'ai commencé à rencontrer des gens. Pas des amis proches, pas encore, mais des présences. Des sourires, des silhouettes familières. Une fleuriste qui me reconnaissait dès la 2e visite. Un pêcheur retraité qui me racontait la météo mieux que n'importe quel bulletin télévisé. Une femme de mon âge qui tricotait sur un banc et m'a tendu une pelote de laine en disant « Essayez, ça calme le cœur ». Tous ces gestes minuscules faisaient renaître en moi une certitude. Le monde n'était pas rempli de clair. Il y avait encore de la douceur, de la lumière, de la place pour les secondes chances. Ma nouvelle manière de vivre.
J'avais recommencé à cuisiner pour moi seule. Des soupes aux herbes, des tartes fines, des plats que j'aimais, pas ceux que j'avais l'habitude de préparer pour plaire à Julien, puis à Claire. Je lisais davantage. J'écrivais dans mon carnet bleu presque chaque soir. Je notais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais compris, et un soir, sous une lampe jaune, avec le bruit de la mer en fond, j'ai écrit une phrase qui m'a fait fermer le carnet immédiatement après. Je ne veux plus être celle qu'on efface. Je choisis d'être celle qui existe. Ce fut un moment de paix, une paix douce, profonde, durable. Le dernier soir, avant de retourner à ma maison, je me suis assise dans le petit studio près de la mer. La lumière tombait doucement sur les murs, comme un rideau qui se ferme sur une scène après une longue pièce. Hector, le vieux chien que je promenais parfois pour une voisine, dormait à mes pieds, respirant lentement, paisiblement. Je regardais la mer, calme, sans vagues violentes, presque immobile. Et je me suis dit que ma vie, désormais, ressemblait à ce paysage, pas parfaite, pas spectaculaire, mais tranquille, et surtout, mienne. Je repensais à tout ce que j'avais traversé ces derniers mois. Le plan de table humiliant, la procuration falsifiée, le regard de ma belle-fille, tranchant comme une lame dissimulée dans un sourire, mon fils perdu entre deux loyautés, ma solitude, le silence, la peur, et puis, lentement, la lucidité, la reconstruction, la revanche silencieuse. J'avais parfois du mal à croire que tout cela appartenait à la même vie, que la femme qui tremblait dans sa cuisine en découvrant un faux document était aussi celle qui, aujourd'hui, regardait la mer avec une force tranquille. Une dernière visite. La veille de mon retour, Julien m'a téléphoné. Sa voix avait changé. Elle était plus profonde, plus lente, comme si ces semaines l'avaient vieilli, ou peu, être simplement réveillée. « Maman, je peux venir te chercher demain ?» J'ai hésité, puis j'ai dit oui. Pas pour redevenir dépendante, pas pour effacer ce qui s'était passé, mais parce que j'avais senti, dans ses mots, une sincérité nouvelle. Le lendemain, il est arrivé devant le studio. Il n'est pas sorti de la voiture tout de suite. Je voyais ses mains serrer le volant, comme si elles contenaient quelque chose de fragile. Lorsqu'il s'est approché, il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu, sans qu'il ne dise rien, qu'il avait compris l'essentiel, que perdre sa mère moralement est bien plus grave que de la perdre physiquement. « Maman, je suis désolée pour tout, pour ce que je n'ai pas vu, pour ce que je n'ai pas compris, pour ce que je n'ai pas défendu. Tu ne méritais pas ça. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais ni l'humilier, ni l'absoudre trop vite. Les blessures d'une mère ne s'effacent pas en une phrase même sincère. Mais je lui ai pris la main, sa main d'homme, mais que je sentais encore trembler comme celle du petit garçon qui venait se réfugier dans mes jupes les jours d'orage. « Julien, la vie ne te demande pas d'être parfait, mais elle te demande d'ouvrir les yeux. Et tu le fais. C'est ce qui compte. » Il a baissé la tête. Une larme a roulé sur sa joue. Une larme silencieuse, lourde, honnête. La vérité sur Claire. Je ne sais pas ce que deviendra leur couple. Je n'ai pas à décider à leur place. Mais je sais que mon fils a découvert qui parlait en son nom, qui décidait pour lui, qui tissait autour de lui une réalité que lui-même ne voyait pas. Il a cessé de la défendre aveuglément. Il a cessé de répéter ses phrases. Il a cessé de fermer les yeux sur mes humiliations. La lumière, parfois, n'arrive que lorsque tout s'écroule. Quant à Claire, elle gardera sans doute toujours en elle l'amertume de n'avoir pas gagné. Et peut être même la honte de s'être vue démasquée par une femme qu'elle croyait sans défense. Mais ce n'est plus mon combat. Je ne vis plus dans le même espace qu'elle, celui où l'on se justifie, où l'on se diminue, où l'on se laisse grignoter peu à peu. Je vis ailleurs, dans ma maison, dans mon studio, dans ma marche du matin, dans mes lectures du soir, dans tout ce que j'ai reconstruit et qui ne dépend plus d'elle. Le retour à la maison, lorsque je suis rentrée, quelque chose avait changé dans les pièces. Ou peu, était-ce simplement moi qui avais changé. La table n'était plus un lieu d'humiliation. La cuisine n'était plus un lieu de solitude. Les murs semblaient plus larges, comme si la maison respirait avec moi. Je n'étais plus une femme qui attend qu'on l'appelle. J'étais une femme qui choisit qui entre chez elle. Je me suis préparé un thé. J'ai ouvert les fenêtres et j'ai laissé entrer l'air frais, l'air d'une vie nouvelle. Le dernier mot, le soir venu, je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui qu'Henri avait réparé tant de fois que le bois semblait porter encore la chaleur de ses mains. Je regardais la rue calme, les lumières jaunes qui s'allumaient une à une, les silhouettes floues qui passaient au loin. Je n'avais plus peur, je n'avais plus honte.
Je n'avais plus à me justifier. J'avais récupéré ce que l'on m'avait pris. Ma place, ma voix, ma dignité. Et alors, dans la paix de ce crépuscule, j'ai murmuré pour moi-même, et être pour toutes les femmes de mon âge qui pensent qu'il est trop tard. On croit que la faiblesse vient du silence, mais parfois, le silence est la seule manière d'avancer sans se perdre, la seule manière de dire la vérité sans crier, la seule manière de rendre la justice sans haine. Je me suis levée, j'ai fermé les volets, et dans le demi-jour de ma maison retrouvée, j'ai terminé cette histoire la mienne par les mots les plus justes, les plus calmes, les plus puissants. Le silence peut aussi être une forme de justice.